Le diaporama a été réalisé par l'association de Bon-Abri. Son objectif est de retracer l'histoire et l'identité de ce village. Si la commune d'Orsine est dotée d'un important passé gallo-romain, les premières traces écrites de l'existence du village de Bon-Abri sont nettement plus récentes, relevant du début du XVIIIe siècle avec la carte de Cassini de 1718. Bon-Abri ne compte alors dans son nom qu'un seul N et jouxte le village Le Grésinier. Les cartes d'état-major de 1820 ne sont guère plus précises, mais Bon-Abri récupère alors son N manquant et son orthographe actuelle. Bon-Abri connaît un climat plus abrité que certains villages d'Orsine. La toponymie du nom de Bon-Abri signifie « creux abrité des vents ». Néanmoins, étant à quelques 800 mètres d'altitude, l'influence montagnarde continentale reste présente. Ces conditions climatiques n'empêchent pas l'occupation humaine. Elles sont même considérées comme un avantage. Au XIXe siècle, étant vu alors comme l'une des raisons de la préservation de la commune des épidémies qui sévissaient en plaine, de choléra notamment, comme le souligne Annette Félix Cellier, maire d'Orsine de 1840 à 1872, la vie de l'homme est aussi longue sous ces rudes climats que dans les parties de la France les plus favorisées, parce qu'il y respire à plein poumon un air pur et salutaire qui le rend inlassable aux épidémies, aux maladies endémiques qui sévissent souvent sous des climats plus doux. Pour autant, ces conditions climatiques assez rudes demeurent contraignantes pour l'agriculture. Jadis nombreux, les paysans cultivent alors principalement du seigle, de l'avoine, des pommes de terre et de la rave. Après une série de cultures, les terres cultivées ont besoin de repos pendant plusieurs années. Des genêts sont alors plantés pour être ensuite vendus aux boulangers de Clermont. Dans les années 1870, sur l'ensemble de la commune d'Orsine, sont comptés environ 1200 vaches ou bœufs et 5000 moutons. Toutes les brebis sont de la race Rava. Elle se caractérise par sa tête nue, marquée de taches noires, et par sa laine jarreuse. Elle est surtout résistante aux conditions climatiques locales et trouve son plein épanouissement dans les troupeaux collectifs. Ainsi, jusque dans les années 1950, les brebis sont rassemblées au sein d'un unique troupeau, rassemblant les effectifs de Bon-Abri-Grésinier, gardés par un berger commun qui amène le troupeau paître. Les fermes étaient souvent bâties grâce à des pierres qui venaient des carrières de la Fontaine du Berger et les charpentes faites de troncs d'arbres venant de la forêt des Goules. Les bâtiments étaient modestes avec de petites ouvertures qui ne donnaient pas beaucoup de lumière, mais préservaient du froid. Particularité, Orsine possède plus de 200 étables voûtées avec des croisements en berceau. Cette particularité permettait de protéger le bétail contre des incendies. Bon-Abri compte quelques anciennes fermes, maintenant réhabilitées en maisons, avec ses voûtes particulières. Le parcellaire agricole local est historiquement très morcelé et le restera, car le remembrement n'ayant jamais abouti,
la commune d'Orsine le tentera à 2 reprises, en 1989 et 1995, mais les deux se solderont par des échecs. Jusqu'aux années 1960, la majorité des paysans détient en parallèle des petits terrains de vignes, notamment sur les secteurs des Hauts de Chamalières, Trémonté et Montjusé. Quelques rangées de vignes suffisent alors à la consommation personnelle. Les petits paysans vont travailler à Clermont-Ferrand, particulièrement chez Michelin, et chaque jour affrètent un car à l'arrêt de Gressigny pour acheminer ses salariés à l'usine. Cette période est également un tournant concernant les fours à pain qui ne sont progressivement plus utilisés avec la généralisation des boulangeries. À Bonabri, le four est même détruit au vu de son délabrement qui s'accentue faute d'entretien. Les habitants de Bonabri avaient également la possibilité d'utiliser le four banal de Gressigny, devenu dès 1890 four communal et mis gratuitement à la disposition de tous. À partir des années 70, Bonabri voit l'extinction de ses dernières fermes et parallèlement, Orsine commence à attirer de plus en plus de monde. Au début du XXe siècle, seuls des promeneurs clermontois du dimanche animaient un peu la commune. Après 1945, la situation évolue avec le développement de l'agglomération clermontoise et le déclin de l'agriculture. À Bonabri, le village s'est peu à peu densifié sur une emprise circulaire, aidé en ce sens par un réseau de voies et chemins s'entrecroisant autour et à partir de la rue des Monts d'Auvergne. Les habitations sont passées d'une petite quinzaine au milieu du XIXe siècle à une bonne cinquantaine aujourd'hui. L'essentiel de ce développement s'étant réalisé sur les 20 à 30 dernières années. Si ce développement urbain a, malgré tout, conservé la trame bâtie de l'habitat de 1950, les paysages environnants ont, eux, nettement évolué dans le temps. Les espaces forestiers ont ainsi gagné de nombreuses parcelles sur tout le pourtour du village. En principal exemple, le bois qui relie le village au bourg d'Orsine et qui, en 1950, n'existait quasiment pas, son emprise correspondant intégralement alors à du bocage. La démographie du village a été recensée pendant environ un siècle, entre 1841 et 1954. Tout au long du 19e, la population oscille entre 60 et 70 habitants, avec un pic à 91 en 1876. Le 20e voit l'arrivée de 2 guerres mondiales qui, couplées au début de l'exode rural, engendreront une nette baisse des effectifs, la population tombant à 26 habitants en 1946. Après 1954, les recensements deviennent exclusivement communaux.
Bonabri est alors intégré dans la dynamique démographique d'Orsine, qui, bénéficiant de sa proximité avec Clermont-Ferrand, verra sa population en constante hausse pour atteindre 3654 habitants en 2020. Bonabri y contribue en accueillant une quinzaine de naissances depuis un peu plus de 5 ans. Nous venons de le voir, Bonabri n'a pas été épargné par les épisodes de guerre. Sur 304 poilus d'Orsine, une douzaine d'hommes de Bonabri a participé à la Première Guerre mondiale. Une douzaine d'hommes sur 60 habitants. Parmi eux, 2 ont péri au combat. Étienne Boissier, mort à 24 ans en Moselle, et Étienne Pichon, mort à 23 ans dans la Marne. Au total, à Orsine, 78 habitants sont disparus tragiquement lors de la Première Guerre mondiale, comme en témoigne le monument aux morts d'Orsine, réalisé en 1922. Nommé le Libérateur, il représente un poilu faisant l'action de lancer une grenade, taillée dans la pierre de Volvic. La Seconde Guerre mondiale aura des effets moins visibles sur la démographie du village. De manière plus générale, Orsine a eu un nombre important de prisonniers dans différents camps, mais il est difficile d'obtenir des informations précises sur les habitants de Bonabri. Les documents historiques ne recensent pas de pertes humaines à Bonabri, mais Orsine est le théâtre d'une triste scène de guerre. Le 12 juillet 1944, des maquisards sabotent 24 poteaux télégraphiques. En représailles au sabotage, le 13 juillet 1944, 24 hommes, civils pris en otage ou résistants, arrêtés dans des circonstances différentes les jours précédents, furent extraits de leurs cellules de la prison allemande du 92e RI à Clermont-Ferrand. Ils furent conduits à la carrière abandonnée de Trioulaire, dans la descente de la baraque, où ils furent fusillés par des Allemands. Les cadavres ont été retrouvés le 14 juillet. Leur nom figure sur le monument commémoratif aux résistants réalisé en 1946. Retournons sur Bonabri. Dépourvu de rivière ou même de ruisseau, le village n'est bordé que par un petit ruisselet, la Rase de Seuse, sur sa bordure nord, trouvant sa source en amont du Gressigny. Ce petit cours d'eau est rapidement canalisé en arrivant sur Bonabri. Dévié par la suite pour assurer notamment l'arrosage des jardins, il ne retrouve son lit naturel qu'en aval de la Pépinière. Son cours redevient alors sauvage en descendant les vallons boisés qui mènent à Durtol. L'accès à l'eau fut historiquement une question essentielle pour le village et fut fortement lié aux différentes familles ayant habité le manoir. Au début du XIXe siècle, à la demande de la famille Dulac, la question d'une fontaine doublée d'un lavoir public et d'un abreuvoir fut tranchée et acceptée en 1821 par le préfet de Clermont. Cette fontaine, disparue depuis, sera implantée à côté de l'ancien four à pain. En 1871, une deuxième fontaine est inaugurée et est toujours présente à l'heure actuelle. Si les fontaines et lavoirs sont publics et accessibles, les polémiques gagnent par la suite sur les prises en charge des frais entre la gestion de la source et l'entretien des conduites. En 1934, la famille Audibert lance une pétition
afin de demander un réseau d'adduction d'eau potable. Transmise au ministère de l'Agriculture, la pétition aura gain de cause via la mise en place d'un réseau qui sera accepté le 15 mai 1945. Il faudra néanmoins attendre 1957 pour que les maisons soient raccordées. En parallèle de sa propre desserte en eau, Bonabri participera à alimenter celle de la ville de Clermont via la vente en 1874 des eaux du Combe. Ces eaux sont actuellement centralisées et traitées dans le réservoir des Roches à Chamalières avant leur mise en distribution dans l'agglomération. Au XXe siècle, les conditions du confort de vie s'améliorent progressivement. Printemps 1924, le maire d'Orsine, Antoine Monet, signe un contrat pour la concession d'une distribution publique d'énergie électrique à Orsine. Les travaux d'électricité à Bonabri commenceront après 1927, une fois que l'électrification des bâtiments communaux sera réalisée. S'ensuivront un réseau d'assainissement mis en place fin des années 50, à l'arrivée de l'adduction d'eau potable en 1957, l'électricité début 20e et le gaz dans les années 2000. La qualité des routes s'améliore également avec un traitement en enrobé dans les années 70-80. Le tri sélectif viendra nettement plus tard, avec l'entrée de la commune d'Orsine dans Clermont Communauté au début des années 2000. Bonabri abrita également une décharge à ciel ouvert à partir de la fin des années 60. Fermée en 2010, elle sert aujourd'hui d'espace de stockage à la commune. La prise en compte de la nécessaire gestion des déchets reste très récente et nombre d'entre eux, vestiges d'une époque moins sensible à cette question, sont encore présents aux quatre coins des espaces naturels du village. Les mentalités évoluant, une vaste opération de nettoyage sur le secteur de l'ancienne décharge avait été menée l'été 2014 par l'association OSE, organe de sauvetage écologique. De plus, depuis 2021, les habitants du village organisent régulièrement des campagnes de ramassage. Si Bonabri n'abrite pas de véritable place ou autre espace commun central, le village détient un terrain de pétanque. À l'origine, ce site était un fond de vallon servant de décharge officieuse et appelé alors le trou de Bournazet. Par la suite, l'ensemble fut progressivement comblé par des déchets de remblais et autres débris des activités de construction, travaux publics. Puis, au milieu des années 80, sous l'impulsion de plusieurs familles locales, l'idée est d'aplanir complètement le site afin d'en dégager des espaces pour jouer à la pétanque ou organiser des repas. Par la suite, l'aménagement se complète par l'édification d'une cabane, de tables et bancs, de l'eau potable et de l'éclairage. Au fil du temps, Bonabri a connu, outre l'économie liée à l'agriculture, l'implantation de plusieurs artisans ou commerçants, notamment les menuiseries Vasson et Bonjean, le réparateur mécanique Bernard Penny, les entreprises de maçonnerie Penny et Ferry, le bar La Ferme. Plus récemment,
le village a bénéficié de l'ouverture de nouveaux professionnels en 2021, un complexe de beauté et coiffure, une couturière ou encore l'arrivée d'une psychologue. Dans le même temps, une micro-crèche s'est également installée. Le village n'a toujours connu qu'une démographie modeste, mais a néanmoins compté quelques personnalités. Citons Jean Audibert, magistrat à Clermont-Ferrand, ou Paul Abouzi, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Clermont-Ferrand-Issoire de 1983 à 1995. Durant 25 ans, Paul Abouzi a également siégé au conseil d'administration de la Fondation Varenne, l'un des principaux actionnaires du groupe Centre-France qui détient le journal La Montagne. Il a également créé l'Association des conciliateurs de justice d'Auvergne, un travail de bénévolat au service de la concertation sociale. Autant d'actions qui lui ont valu de recevoir l'Ordre national du mérite et la Légion d'honneur. Citons également Jean-Louis Rosier, pilote automobile. Il remporta les 24 heures du Mans en 1950 en compagnie de son père. Jean-Louis Rosier a participé à 5 éditions des 24 heures du Mans. À chaque fois, le pilotage s'est déroulé sous la bannière de l'écurie Rosier, créée par son père. Il fut également résistant pendant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, citons Michel Penny, président de l'Union nationale des combattants et soldats de l'Afrique du Nord de 1971 à 1973 et ayant fait la guerre d'Algérie d'août 1956 à mars 1958. Tout ce passé forge le Bonabri d'aujourd'hui, qui a accueilli dernièrement beaucoup de nouveaux foyers attirés par le côté campagne proche de la ville. Des détours sont devenus presque obligatoires lorsque vous vous baladez dans le village. La fontaine, où en 2018 ont été mis une 60aine de poissons. Le petit zoo de Bonabri, où les enfants adorent rendre visite aux poules et aux oies. Le chemin en direction de Sarcenat, où la cabane à Marcel Monet, baptisée le Clin d'œil de Marcel, créée en 2001, est une invitation à s'arrêter quelques minutes afin de contempler l'environnement. C'est ce même trajet qui est emprunté lors de plusieurs randonnées et qui permet également de mener au château de Sarcenat, où est né Pierre Teilhard de Chardin, prêtre, chercheur et philosophe du début du XXe siècle. Le sous-bois, par l'allée des Sorbiers, permet notamment de se rendre à Ursine. Enfin, le terrain de pétanque, qui, au-delà du jeu de boules, permet aux voisins de se retrouver pour leur repas de village ou autre festivité. C'est d'ailleurs un repas de village en 2019 qui a donné envie aux villageois de monter une association de village. Il faudra alors attendre juillet 2021, une fois le confinement lié au Covid terminé, pour officialiser la création de l'association Bonabri. Et vous, pourquoi aimez-vous vivre dans ce village ? Tout d'abord, j'aime Bonabri parce que les habitants y sont sympas. Ensuite,
J'aime Bon-Abri parce qu'il y a beaucoup de végétation. Et pour finir, j'aime Bon-Abri parce qu'il a une super association des voisins. Je suis très attaché à Bon-Abri car mon père et mon grand-père paternel y sont nés. Pour l'anecdote, je pense être désormais le seul habitant à être né dans le village en 1948. J'ai donc vu celui-ci évoluer au fil des années tout en gardant sa quiétude et sa douceur de vivre. J'aime vivre à Bon-Abri pour sa nature, son calme. Pour la qualité de vie au plus près de la nature. Pour se balader dans la forêt et regarder le paysage. Pour jouer avec les copains. J'habite à Bon-Abri depuis plus de 60 ans. Beaucoup de changements dans ce village, avec l'arrivée de jeunes familles, dont les enfants nous apportent de la joie et maintiennent aussi une harmonie avec nous les anciens. À Bon-Abri parce qu'il n'y a pas de travaux comme à Clermont, et j'aime bien vivre à Bon-Abri puisque on peut aller ramasser des châtaignes. Bon-Abri, c'est un coup de cœur qui bat depuis plus de 38 ans. Au rythme tranquille et rassurant des bruits venus du plus loin de notre enfance. Parfois le chant d'un coq, des aboiements de chiens, des bêlements de brebis et d'agneaux. Et, à tue-tête, des mélodies de rouge-gorge et de merle, des chicaneries de corneilles ou de geais. La bande-son d'un paradis vert dont les milliers de gardiens branchus et feuillus nous protègent, encore et toujours, des fureurs extérieures. Bon-Abri porte bien son nom. C'est un bon abri pour profiter de la nature tout en étant proche de la ville. C'est aussi un bon abri pour profiter du calme tout en participant de temps à autre à un joyeux vacarme ambiant. J'aime Bon-Abri parce qu'il y a des animaux. J'aime Bon-Abri parce que Michel nous fait des belles confitures. Oui, parce que là, des poissons, ils adorent la photo, ils adorent les joies. Bon-Abri, pour moi, c'est le bonheur de bouler une retraite heureuse, bien entourée de jeunes couples et de jeunes enfants. Aussi, c'est la nostalgie de l'enfance, des balades en carriole baptisées l'étoile filante, depuis le haut du village jusqu'en bas. Pas beaucoup de voitures, ni besoin de 30 à l'heure. La joyeuse équipe, Joseph, Alain, mon frère et moi, y récoltaient bien quelques bosses. Comment résumer en 20 secondes presque 4 fois 20 ans? Il y a 8 ans, j'étais marcheur. Au cours d'une promenade, je suis tombé amoureux de ce bourg où siégeait une jolie maisonnette que Fred et moi avons acquis rapidement. Quelle joie d'être au-dessus de la mêlée, loin de la clameur de Clermont-Ferrand. Nous sommes bien ici, sans pression, heureux.